Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à ce rendez-vous de 18 h. Les relations sino-algériennes seront à l'honneur. Les relations sino-algériennes ne se sont jamais aussi bien portées qu'aujourd'hui. Des relations séculaires que le temps n'a pas réussi à altérer en dépit des crises que le monde a vécues. Un parfait 10 sur 10 sur une relation dotée d'excellence, tant sur le plan économique que politique. En plus des échanges et du partenariat économique en constante évolution, les deux pays partagent également d'excellentes relations politiques et caractérisent plutôt les similitudes des approches et la convergence de vues sur plusieurs dossiers, notamment le dossier sahraoui, le dossier palestinien ou encore le dossier ukrainien, les mêmes principes, les mêmes fondamentaux qui soudent les deux pays. Ces relations tendent à se consolider par l'essor de la route de la soie dans sa version modernisée et son élan prometteur pour des pays en émergence certaine. Une aubaine pour les deux pays pour lancer des pans de développement dans les années à venir. Voilà donc le sujet du jour. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition du 18 h plutôt. Mohamed Sayoud, international ou expert en questions internationales et en investissement, est aujourd'hui présent avec nous sur le plateau. Monsieur Mohamed Sayoud, bonsoir. Merci pour l'invitation. Merci d'avoir accepté notre invitation. Et nous aurons éventuellement par Skype Monsieur Gamel Abina, expert en questions internationales, dès qu'il sera donc prêt. Voilà, pour commencer, depuis quelques jours, le ministre des Affaires étrangères, Alamtan Lamamra, est en visite en Chine, un pays avec lequel l'Algérie entretient des relations séculaires, des relations qui ne datent pas d'aujourd'hui, mais également, depuis quelque temps, des relations économiques lient le pays, des relations et politique. Alors, quels seront, M. Mohamed Sayoud, les pôles d'intérêt, je parle économiquement, entre les deux pays? C'est-à-dire, qu'est-ce qui intéresserait la Chine en Algérie et qu'est-ce qui intéresserait éventuellement l'Algérie en Chine? Ce qui est déjà très intéressant pour l'Algérie, c'est de négocier avec le plus grand, la puissance économique actuelle. Actuelle, c'est la Chine. Donc, on est obligé d'aller vers le côté chinois. Pourquoi? Parce que l'Europe, c'est une puissance, d'accord, oui, mais ce n'est plus la puissance d'avant. Il y a des pays qui sont émergents et deviennent très puissants. Le cas de la Chine, avec un PIB assez très important, plus important dans le monde, on peut dire, oui, dans tous les domaines. Il touche les domaines stratégiques, tous les domaines, c'est ça. Donc, c'est le moment de faire alliance avec un lion économique. Je considère la Chine comme un lion économique. Donc, c'est le moment d'aller vers la Chine. Et la Chine, elle a besoin aussi de nous. Parce que stratégiquement, on est dans un endroit stratégique pour développer l'économie mondiale. Que ce soit pour la Chine ou bien pour l'Algérie. Parce que la Chine, elle a besoin de nous parce que l'extension de la Chine, nous sommes aussi la porte un peu pour l'Afrique. L'Afrique et l'Europe, n'oublions pas, parce qu'on parle toujours de l'Afrique, mais l'Europe, il a du potentiel aussi. Oui. Actuellement, on peut dire 50%, mais peut-être beaucoup plus, des produits qui sont commercialisés en Europe ne sont pas produits en France, ni en Allemagne, ni en Italie. Ils sont importés de Chine. Oui. Donc, c'est un atout pour nous, majeur, de produire en Algérie et de les exporter vers l'Europe. Oui. Alors, monsieur Mohamed Sayoud, nous savons que l'Algérie traite avec la Chine depuis longtemps. Quand je dis traite, c'est-à-dire qu'elle commerce, qu'elle devise, que ce soit sur le plan économique, commercial, que ce soit sur le plan de la pêche, technologique, que ce soit dans le domaine du bâtiment. Aujourd'hui, l'Algérie est devenue le 5e grand partenaire commercial. Ce sont des chiffres de 2018. J'imagine que depuis, beaucoup de choses ont évolué et positivement. Alors, quel rôle aujourd'hui peut jouer l'Algérie de par sa position géostratégique, c'est-à-dire que c'est un petit peu la région nord de l'Afrique, mais c'est également la porte vers l'Afrique subsaharienne, mais également vers l'Afrique du Sud. Mais elle donne, comme vous le disiez tout à l'heure, aussi que c'est une fenêtre qui donc une sorte de balcon sur la Méditerranée. Pourquoi, j'allais dire, l'Algérie est-elle aussi importante pour la Chine? La Chine est aussi importante pour l'Algérie, l'Algérie est aussi importante pour la Chine. Parce que la Chine, elle va faire l'extension. L'expansion, c'est-à-dire pour aller vers d'autres pays.
Et plus facilement. Quand on parle toujours d'Afrique, mais je dis, moi je raisonne l'Europe et l'Afrique, et le monde entier. Oui. Parce qu'on produit en Algérie, la main-d'œuvre elle est moins chère, la proximité, surtout actuellement avec les prix qui sont exorbitants du transport. Donc c'est un atout primordial pour l'économie algérienne, pour produire en Algérie et exporter partout dans le monde. Donc la Chine, elle a besoin de nous. Et la Chine, elle n'est pas aussi arrogante comme pas mal de pays européens. C'est-à-dire que vous voulez elle dire vous traite que quelque part, gagnant-gagnant. Oui, la Chine, il faut le préciser, n'impose pas certaines, j'allais dire, dictats démocratiques pour pouvoir avoir des relations avec des pays comme certains le feraient, certains pays. Donc c'est quelqu'un qui est beaucoup plus pragmatique sur le plan économique. Ce sont des intérêts qui priment. Oui, effectivement, parce que les Européens, ils ont en quelque sorte une certaine arrogance. Ils nous considèrent comme un pays de consommateurs, mais pas pour transférer le savoir-faire. Pas de partenaires. Non, pas vraiment, pas vraiment. Même s'ils le disent. Oui, mais ils ne le croient pas tellement. Ils ne le croient pas tellement parce qu'ils essayent de nous sucer en quelque sorte nos richesses. Indirectement, parce qu'ils nous envoient la marchandise. Qu'elle soit, elle est produite en Europe ou bien produite d'ailleurs. Donc, en quelque sorte, ils ne veulent jamais nous transmettre le savoir-faire pour produire en Algérie. Si éventuellement vous avez je ne sais pas, un Européen, je ne vais pas citer de nom, vous lui dites, voilà, venez produire en Algérie. Il dit, non, je vais produire ailleurs, mais pas en Algérie. Ils ne veulent pas créer des richesses, ils veulent en prendre. C'est-à-dire, ils nous considèrent comme un marché, un bazar, je m'excuse du terme. Oui, oui, c'est ça, c'est un marché. L'Algérie ou les pays africains sont considérés comme des marchés où il faut écouler sa marchandise et faire revenir son bénéfice au lieu d'aller vers des contrats de partenariat, comme vous le disiez tout à l'heure, gagnant-gagnant. D'ailleurs, on va le voir avec M. Abina. M. Gamel Abina, bonjour, merci de nous rejoindre. Bonjour. Oui, Monsieur Gamel Abina, je disais donc à notre invité sur le plateau, comment l'Algérie peut-elle plutôt être un partenaire attrayant pour les Chinois et vice-versa, bien entendu? Ah, bien évidemment. Alors, les questions que vous posez sont les questions essentielles pour le développement économique de l'Afrique, mais surtout de l'Algérie, puisqu'il se trouve que le hasard, j'allais dire le hasard de la géographie, fait de l'Algérie, de l'Afrique évidemment, mais de l'Algérie, le principal axe de transfert de produits manufacturés par la Chine à destination de l'Europe. La stratégie des nouvelles routes de la soie que les Chinois ont mise en place, lancée à un grand renfort de publicité par Xi Jinping, le président chinois, est une stratégie qui reprend le principe des routes à l'époque, c'est les fameuses routes, les routes de la soie dont on parlait beaucoup, qui est absolument, et qui sont destinées à inonder, puisque la Chine est l'atelier du monde aujourd'hui, c'est-à-dire que tout se fabrique par la Chine. Que vous passez du tissu au semi-conducteur, à tous les produits haute technologie, les Chinois sont en avance sur tous les domaines. Ils ont largement compensé leur retard. Et aujourd'hui, elle redevient ce qu'on appelait à l'époque, donc, l'Empire du Milieu. Et l'Empire du Milieu, c'est quoi? C'est le commerce international qui avait d'ailleurs, les gens l'ont oublié, été inauguré par la Chine. C'est le premier empire à avoir créé ce fameux commerce international avec le commerce à l'époque de l'argent qui venait d'Amérique du Sud, en passant par l'Espagne. Aujourd'hui, les marchandises font le chemin inverse. Ça repart à nouveau de la Chine en destination de l'Europe. Ça passe par deux canaux principaux. C'est d'un côté par l'Afrique du Nord, évidemment, en passant par le Moyen-Orient, canal naturel et habituel qu'on a toujours connu, et l'autre canal qui serait par l'Europe orientale. D'accord? Donc on passe tous les pays de la Russie en passant par les pays de l'Est jusqu'à l'Allemagne. Et ce qui se passe, c'est pourquoi ce partenariat est important pour l'Algérie. C'est parce que c'est bien que votre invité souligne une chose. Les Français et les autres Occidentaux, peut-être un peu moins les Allemands aujourd'hui, mais en règle générale, n'ont jamais voulu que l'Algérie, qui est un véritable géant africain, première puissance en Afrique du Nord, une vraie compétence développée par des écoles algériennes qui fonctionnent contrairement à l'idée reçue. Certains ont eu tendance à critiquer l'école algérienne, mais en matière scientifique, elle est excellente. Et donc ces compétences sont mises à mal par un défaut d'investissement, des orientations politiques qui étaient trop dirigistes de l'État, mais surtout, et c'est le plus important, par un refus catégorique du transfert de technologies. Et j'en veux pour preuve, j'ai une fois eu l'occasion de rencontrer avec le responsable de la CACI France à Paris, une responsable qui s'occupait des trams du côté de Oran et qui se vantait d'avoir fait une usine de trams. Et c'était il y a une dizaine d'années, je lui ai opposé cette espèce d'arnaque économique qui consiste à faire des usines de montage, donc des Lego littéralement, sans le moindre transfert de compétences et encore moins le transfert de technologie. Donc la formation n'est pas assurée,
les compétences en matière technologique ne sont pas assurées et surtout ça interdit à l'Algérie de pouvoir créer à son tour de la valeur ajoutée. Donc les Chinois, eux, ne s'inscrivent pas dans cette logique néocoloniale. Les Chinois s'inscrivent dans un partenariat parce que c'est un pays aussi qui a été colonisé. N'oublions jamais que la Chine a subi un colonialisme barbare avec l'histoire à l'époque d'un pays qu'on avait d'impérialisme, et surtout on a drogué la population. Les gens ne savent pas ce que veut dire l'opium à l'époque en Chine. C'était une drogue massive de la population pour l'empêcher de se relever. Eh bien les Chinois ont une très mauvais souvenir de cette période et se souviennent qu'ils ont été aussi martyrisés par les Japonais à l'époque de la guerre qu'ils ont subie dans la Mandchourie. Donc les Chinois se savent aujourd'hui un pays puissant, se savent un pays essentiel, mais surtout se savent un pays modèle. Depuis les réformes qui ont été conduites dans les années 80 par Deng Xiaoping, le pays a fait un bond en avant remarquable qui allie à la fois un capitalisme dirigiste d'État et un capitalisme libéré, entre guillemets, de la tutelle de l'État avec beaucoup de nouveaux industriels qui ont émergé. Eh bien l'Algérie est, pour la Chine, non seulement un partenaire stratégique, mais aussi un modèle en matière de lutte, on l'a vu par rapport à la révolution, mais surtout en matière de mainmise entre guillemets de l'État et de partenariat avec le public privé. Et cela est une chose importante parce que l'Algérie pourrait devenir le laboratoire, à nouveau cette fois-ci, en Afrique, des produits manufacturés algéro-chinois, je dis bien algéro-chinois, pas chinois. Oui. En partenariat d'égal à égal, et il pourrait inonder l'Afrique par ces fameuses infrastructures qui sont déjà en cours de construction, qui sont déjà construites, la fameuse transsaharienne, mais surtout l'Europe, puisque nous avons effectivement les capacités avec des ports en eau profonde qui sont en construction actuellement, de pouvoir inonder avec des produits manufacturés en Algérie tout un tas de pays européens. Et rappelons une chose, c'est que l'atelier du monde, c'est la Chine. L'Algérie ne doit pas s'interdire de devenir l'atelier d'Afrique. Oui, alors c'est bien de le dire. On va donc laisser un petit peu le volet économique pour rebondir sur le volet politique qui lie entre les deux pays, c'est-à-dire entre la Chine et l'Algérie. C'est un volet où l'excellence est un mot qui revient souvent, puisque de toute façon, les relations politiques entre la Chine et l'Algérie ne sont plus à démontrer. Ce sont des relations séculaires qui n'ont pas pris une seule ride, au contraire, qui se sont renforcées, qui se sont consolidées. Et pour nous le démontrer, nous allons écouter tout de suite le VTR de Sofiane Baroudi et on y revient. Lors de la visite de travail et d'amitié qu'a effectué le chef de la diplomatie algérienne en République populaire de Chine du 19 au 21 mars, les deux parties ont procédé de manière approfondie à un échange de vues sur l'état des relations bilatérales ainsi qu'à l'examen des questions régionales et internationales d'intérêt commun. Dans une déclaration commune, les deux parties ont mis en exergue, je cite, la profondeur historique et le caractère stratégique global des relations algéro-chinoises. Ils ont aussi souligné la volonté de développer davantage des relations de partenariat stratégique global entre l'Algérie et la Chine au mieux des intérêts des deux pays. La perspective du renforcement de l'axe stratégique Alger-Pékin a été donc examinée en profondeur par les deux parties concernées. La dimension historique de cette relation bilatérale a été forgée dans le combat commun contre l'ordre colonial. La diplomatie chinoise, phare du non-alignement, dirigée par Zhou Enlai, a été un grand soutien de l'Algérie combattante, ce qui s'est manifesté concrètement lors de la conférence de Bandung en 1955 et tout au long de la guerre de libération menée par le peuple algérien qui a récemment célébré le 60e anniversaire de sa victoire. Pour sa part, l'Algérie a été un grand appui à l'adhésion chinoise à l'Organisation des Nations Unies et les deux pays sont des pôles du mouvement des pays du tiers-monde incarné par le groupe des 77. Le lien entre Alger et Pékin comporte donc une dimension de profondeur géopolitique qui se manifeste par le partage des grands principes et par la volonté de construction d'un monde multipolaire. À cet effet, le renforcement du partenariat Chine-Afrique fait partie des priorités. Pékin a été un acteur important de soutien au développement du continent, notamment par la stratégie d'appui aux projets d'infrastructures structurantes, nécessaires au développement économique et social des pays en voie de développement. Le volet économique a évidemment été au cœur de la rencontre, avec pour horizon commun la finalisation du projet de route de la soie, dans lequel Alger se veut être un acteur de premier plan. La relation bilatérale algéro-chinoise dépasse le cadre de l'affinité révolutionnaire et du pragmatisme économique. La solidarité en est une dimension importante. Pour preuve, le pont aérien échafaudé entre Alger et Pékin aux heures les plus sombres de la pandémie mondiale de Covid-19, ce qui a démontré, s'il le fallait, la capacité des deux pays à se soutenir mutuellement pour aller au-delà des difficultés de la conjoncture internationale jalonnée par beaucoup de complications. À ce propos, l'axe Alger-Pékin a réaffirmé son attachement au principe du droit international et à son respect. Les deux pays ont réitéré leur soutien au droit du peuple du Sahara occidental à disposer de lui-même, ainsi qu'à celui du peuple palestinien sous occupation à édifier un État indépendant avec El-Quds pour capitale.
ont été les contours de l'entente stratégique. Des perspectives prometteuses et un partenariat fécond sont brièvement les contours de l'entente stratégique globale au diapason de la conjoncture actuelle, fidèle au principe de l'afro-asiatisme, ferment du renouveau d'un ordre mondial en pleine transformation. Voilà, c'était donc un sujet signé Sofiane Barodi qui revenait sur l'excellence des relations et surtout sur la convergence des points de vue entre les deux pays, que ce soit sur la question sahraoui, on l'a vu hier donc avec la déclaration du ministre des Affaires étrangères chinois qui donc était pour la légalité du droit international et l'application des règles onusiennes conformément donc aux accords des Nations Unies concernant le règlement du conflit au Sahara occidental. Il est également revenu sur la question de la Palestine et ils ont plaidé pour donc un pays à deux États avec la capitale le Quds Est comme capitale plutôt, et également il a parlé plutôt le ministre des Affaires étrangères chinois sur la cause palestinienne mais également sur la cause ou le conflit ukrainien plus exactement tout récemment. Alors monsieur Gamel Abina, je me tourne vers vous. Cette convergence des points de vue ne peut-elle pas jouer en ce moment avec le conflit ukrainien pour aller vers une médiation, d'autant plus qu'on l'a vu dans un entretien plutôt, mais pas une déclaration, de l'ancien chef de la diplomatie française Dominique de Villepin, qui plaidait pour une médiation algérienne, beaucoup plus que chinoise, même s'il n'a pas du tout exclu le fait que les deux jouent un rôle. Alors oui, Dominique de Villepin, qui est un homme sage, propose effectivement, parce qu'il connaît la tradition algérienne diplomatique ancienne, qui a fait ses preuves plus d'une fois avec l'affaire de Carlos, avec la résolution du conflit à Madagascar et un peu partout, même avec l'Éthiopie d'ailleurs, avec l'Érythrée. L'Algérie a une longue tradition de négociation avec les Palestiniens. Rappelons-nous que Yasser Arafat prend la parole en 1973 parce qu'il est soutenu par Boumediene, à l'époque l'ancien président Bouteflika, qui était effectivement aux affaires par rapport à la question de la négociation. Donc tout cela pour dire quoi? La relation sino-algérienne est une relation profonde et ancienne. Elle se base sur quoi? Ça commence très fort. Ça se base sur le principe que ces deux peuples qui ont mené une guerre d'émancipation. Hein. À l'époque, les Chinois, il y a deux Chines aujourd'hui parce qu'elle est voulue par l'Occident, mais il n'y a qu'une seule Chine qui est reconnue par l'Algérie. Et de même, la Chine a pu entrer à l'ONU par le truchement très appuyé de l'Algérie en 71. Parce qu'à l'époque, l'ONU ne reconnaissait évidemment que la Chine, non pas continentale, mais la Chine de l'ancien dirigeant chinois de Taïwan. Donc le problème aujourd'hui, c'est que les Chinois ont les premiers reconnus GPRA en 58, très très tôt, faut pas l'oublier. Oui. Donc cette relation est très ancienne, très solide, et c'est une relation qui se base sur une sorte d'accord tacite de principes. C'est quoi ces principes? C'est le droit à l'autodétermination des peuples, c'est l'intangibilité des frontières, même si la Chine a été partitionnée en deux lorsqu'effectivement il y a eu la prise du pouvoir de Mao Tse-tung, qui fatalement a conduit à ce que les Chinois bourgeois partent en direction de Taïwan, mais surtout l'Algérie, dans le rapport qu'elle a à la Palestine, qui est un rapport très fort, hein, n'oublions jamais, bien les Chinois ne le perdent pas de vue. L'Algérie a bénéficié aussi d'un réacteur nucléaire en 96 que les Chinois ont transféré. C'est vous dire la relation de confiance qui est entre les deux États, et l'Algérie, sur les points de vue par rapport à la question du Sahara occidental, qui s'inscrit dans une question de logique de l'ONU, à savoir une résolution de conflit par voie pacifique et par référendum, est appuyée en cela par la Chine, qui est aussi légaliste en somme. Donc tout ça pour dire quoi? Pour dire que ces convergences de vues conduisent effectivement, et ça fait quand même pas, c'est pas d'hier, hein, la Chine en 49 et puis l'Algérie en 62, à un accord total entre les deux pays. Et je tiens d'ailleurs ce soir à rendre hommage à un personnage qui a un point commun entre la Chine et l'Algérie, les gens le savent très peu, c'est Abdelkrim Khattabi, ce héros du Rif qui avait libéré son pays dans les années 20, qui a été massacré après 200 000 morts gazés par les franco-anglais et espagnols, et qui a trouvé refuge en Égypte. Eh bien, ce personnage-là, qui a inspiré, pour partie la révolution algérienne, a aussi, on le sait très peu, inspiré Mao Tse-tung, mais pas seulement. Il a inspiré aussi Ho Chi Minh pour le Vietnam. Il a inspiré tous les grands leaders sud-américains qui ont lutté contre l'impérialisme. Et donc, cette histoire commune est cimentée par un personnage ô combien héroïque au Maroc, qui était donc Abdelkrim Khattabi. Et donc, c'est en cela que je dis que je lui rends hommage aujourd'hui, parce que nous sommes juste aux 60 ans de l'indépendance et que ça résonne énormément à mon esprit par rapport à ces fameux massacres dans les années 20 qu'ont subi le peuple rifin. Tout ça pour dire qu'effectivement, la Chine s'inscrit dans une tradition.
Des pays qui ont donc pour fondamentaux la non-ingérence, la liberté et les peuples, donc le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, c'est-à-dire de leur détermination. Monsieur Abina, restez avec nous. Donc je me tourne maintenant vers vous, Monsieur Sayoud. Sur le plan économique, on parle beaucoup de la route de la soie. De plus en plus, donc un concept qui revient. Cette route de la soie qui a toujours existé et qui aujourd'hui qui est relancé avec un nouveau concept, je dirais, revisité, modernisé, avec, je dirais, au goût de l'ère du temps. Et quand on parle de la route de la soie, on parle également de l'Auber, c'est-à-dire le One Belt, le One Route. Alors, qu'est-ce que cela veut dire, Monsieur Sayoud? Économiquement, on dit One Belt, One Road, c'est-à-dire... oui, allez-y, une ceinture, une route, oui. Ouais, bon. Oui. Pas mal de gens ils disent la route de la soie, mais en vérité, économiquement, c'est One Belt, One Road, OBOR. Oui. C'est une stratégie très importante de Monsieur le Président de la Chine, Xi Jinping. C'est-à-dire, c'est un projet pour toucher économiquement l'Asie, quand je dis l'Asie, c'est la Chine, via l'URSS, la Russie. La Russie, moi je suis âgé, donc... toujours dans mon idée, l'ancienne puissance russe. Voilà, Union soviétique. Et puis via l'Afrique. Quand on dit Afrique, ça veut dire automatiquement l'Algérie, etc., etc. Et tous les pays qui commercent avec la Chine. Oui, oui. C'est-à-dire, en quelque sorte, c'est une proximité. Via le road, on n'a plus besoin de l'océan, de la mer. C'est plus rapide, ça rapproche les pays. C'est plus économique. Ah oui, c'est très économique parce qu'il y a plein de trains rapides. Oui. Très rapide à partir de la Chine, parce qu'actuellement le train chinois, il est mieux que celui de la France, de l'Allemagne, hein, le plus rapide. Oui, absolument. Le plus luxueux. Moi, je connais. C'est pas moi qui va vous contredire. Moi, j'étais partout, donc c'est pas pour me compter. Donc, je fais la différence. Oui, bon. Oui. Donc, c'est un projet très, très ambitieux, économiquement, que ce soit pour la Chine et pour l'Europe et pour l'Afrique. Donc, c'est le moment d'exploiter ou bien de tirer profit de cette alliance économique entre la Chine, l'Europe et l'Afrique. Alors comment peut-on en tirer profit justement de manière plus pragmatique? Quels en seraient les dividendes sur l'Algérie, mais également sur tous les pays par lesquels passera cette route? Quand il y a des IDE qui rentrent en Algérie, que ce soit européens, chinois, etc., automatiquement ils produisent. Quand ils produisent, ils transmettent le savoir-faire, la technologie. On produit, on a moins besoin d'importer. Automatiquement, si, par exemple, on produit tous les polymères en Algérie, polymères, tout ce qui est dérivé du pétrole, on les produit en Algérie, on n'a plus besoin de les importer. Donc, on gagne beaucoup en devises, et en plus, on les exploite, et en plus, on exporte. Quand on exporte, ça nous ramène des devises. Donc, ça, c'est un avantage majeur. Il y a la partie sidérurgie. On peut produire pas mal de pièces en sous-traitance pour les véhicules, par exemple. Il y a l'acier, on a l'acier, l'acierie de Ablara, l'acierie de Hajar, l'acierie des Turcs, etc., etc. Et il y a plein d'autres produits. On peut les produire en Algérie et tout ce qu'on consomme actuellement, il vient généralement d'Asie. Oui. Donc si on le produit en Algérie, on le produit pour le marché local et pour l'export. Ça sera une force économique pour l'Algérie. C'est un transfert de technologie et de savoir-faire. Mais le Chinois, je répète, le Chinois, il n'est pas arrogant. Le Chinois, il vous traite win-win, gagnant-gagnant, à égalité. Pourquoi? Parce que la culture chinoise, elle est presque, entre parenthèses, comme algérienne. On est simple, ils sont modestes. Oui. Mais l'Européen, il vous voit déjà autrement, d'un autre œil. Oui. C'est pour ça que s'ils viennent ici, ça sera bénéfique pour les Algériens et bénéfique automatiquement pour l'extension de la Chine. Oui. Ils vont produire en Algérie. En plus, ils ont du power, ils ont la puissance, ils ont les moyens financiers. Oui. Ils n'ont plus besoin de crédit parce qu'ils peuvent financer des projets en Algérie. Par exemple, le cas en Éthiopie, au Ouganda, etc. C'est eux qui ont construit beaucoup de projets chez eux. Et maintenant, à partir de l'Ouganda et l'Éthiopie, qui étaient des pays vulnérables, ils produisent et ils exportent partout dans le monde. De l'Éthiopie, on produit des chaussures pour les exporter en Allemagne. C'est-à-dire, c'est des produits de haute qualité. Oui,
Très bien, donc Monsieur Sarioud, Monsieur Gamel Abina, je disais comment cette route de la soie pourrait-elle être profitable pour l'Algérie? Et vous avez écouté donc notre invité Monsieur Sarioud qui est revenu sur justement les opportunités qui pourraient s'offrir à l'Algérie, surtout en matière de coûts, c'est-à-dire en économie de coûts, que ce soit en argent, que ce soit en temps, que ce soit même en technologie ou même en transfert de la technologie. Est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui l'Algérie gagnerait beaucoup à se rapprocher de la Chine pour les années à venir? Oui, déjà, on commence par un premier transfert technologique, je l'ai évoqué plus précédemment. Oui. C'est cette fameuse centrale nucléaire de test qui a été faite en 96, au moment d'ailleurs le pire en Algérie, c'est la décennie noire. Et ils ont accepté ce transfert. C'est-à-dire qu'ils sont capables de nous donner de la haute technologie dans le but, effectivement, de créer un partenariat stratégique. Mais surtout, et c'est bien de le rappeler, votre invité le rappelle très bien, l'Algérie produit beaucoup de polymères, produit de l'acier, produit des matériaux de construction, produit beaucoup de matériaux de base, parce que les industries lourdes sont en place, mais n'a pas su, malheureusement, dans les années 80, faire cette fameuse migration vers l'industrie de transformation, l'industrie légère. Ce que la Chine peut apporter en dehors des compétences qu'elle a réelles, et que les Algériens aussi, d'ailleurs, les Algériens sont en produits, et savent produire des produits de haute technologie quand ils le veulent bien, c'est d'abord des IDE, ces fameux investissements directs étrangers, importants. Les Chinois sont le premier partenaire de l'Algérie en échanges commerciaux. Et surtout, un rapport sain et non pas néocolonial, puisque ce qui est évoqué, c'est le rapport de racisme néocolonial qu'on a pu observer au début de la pandémie. D'ailleurs, je vous rappelle que quand les Chinois ont dit qu'il y avait une crise grave qui démarrait, le monde occidental s'est moqué d'eux. C'est après qu'ils ont compris que c'était gravissime. Oui. Eh bien, aujourd'hui, l'Algérie, qui a un rapport sain avec la Chine, peut s'autoriser à espérer, et ça se fera, je l'imagine, des transferts de technologie. Pourquoi? Parce que, contrairement à la France, l'Espagne ou l'Italie, pour prendre la rive nord de la Méditerranée, si l'Algérie devient une puissance industrielle, ils verront un concurrent immédiat et leur précarité économique pourrait être mise à mal par rapport au marché africain, pour ne prendre que celui-ci. Je ne parle même pas de l'Afrique du Nord. Alors que les Chinois n'ont pas ce problème-là. S'ils transfèrent des technologies et des industries en Algérie avec des partenaires solides, et ils existent, oui. Eh bien, ces fameuses infrastructures qui existent aussi d'ailleurs, pourraient inonder l'Afrique de produits de meilleure qualité, parce que n'oublions pas que les Chinois font des produits de très bonne qualité, c'est quand même les meilleurs en matière de téléphonie ou de technologie. Absolument, c'est fini l'histoire de la Chine qui fait des copies, des pâles copies ou des ersatz de produits occidentaux. On est passé à autre chose. C'est selon les demandeurs. Ils pourraient bénéficier de... Absolument. Oui, mais alors aujourd'hui, ça s'est inversé. Le Huawei, par exemple, était le meilleur téléphone, pour pas faire de publicité, au monde, qui a été d'ailleurs saboté en Occident. Mais il se trouve que les Chinois peuvent inonder le marché africain de leurs produits manufacturés en Algérie, parce que les Chinois ont leur propre marché naturel, qui est l'Asie et le reste du monde, pour partie, mais avoir des constructions locales en Afrique du Nord, qui pourraient se faire sur toute l'Afrique du Nord, mais qui passerait nécessairement par l'Algérie, ça permettrait à la fois d'avoir le marché africain et le marché européen en concurrence. Et donc, c'est ça qui fait qu'on peut espérer, effectivement, que les Chinois travaillent de façon en partenariat et en win-win, comme on dit, gagnant-gagnant, avec un pays comme l'Algérie qui a su démontrer sa capacité de résilience dans l'adversité, mais surtout sa capacité d'ingénierie et de créativité. On voit un peu partout dans le monde, les Algériens, lorsqu'ils se développent, lorsqu'ils travaillent, lorsqu'ils créent, sont de grands producteurs de richesses intellectuelles et manufacturières. Donc aujourd'hui, les Chinois font plus confiance, j'ai envie de dire, à l'Algérie qu'ils ne feraient confiance aux Occidentaux, qui leur ont souvent d'ailleurs barré des marchés. Et c'est en cela que je pense qu'il est possible que ce partenariat soit gagnant pour les deux. Et c'est évidemment, c'est ces fameuses nouvelles routes de la soie, on le dit nouvelles parce qu'effectivement c'est une relance des routes de la soie, oui. Sur une base saine, sur un rapport d'égal à égal et sur un rapport non pas de maître à esclave, mais de partenaires qui se respectent. Alors, Monsieur Gamel Abina, est-ce qu'aujourd'hui, il serait facile qu'on laisse ce projet, bon, pas qu'on laisse, mais que ce projet voit le jour et qu'il réussisse, alors qu'il va faire beaucoup de jaloux et que ces jaloux, entre guillemets, certains pays qui étaient d'anciens partenaires, mais qui n'ont pas joué le jeu à fond, c'est-à-dire celui du partenariat, ne seraient pas donc vus d'un mauvais œil, selon vous ? Et ne pourrait pas créer des foyers de tension et des abcès dans certains pays qui traitent avec la Chine? Vous savez, on s'est fait avoir, et je vais mettre les pieds dans le plat, je vais être très clair avec vous, parce que moi j'aime mon pays, et je n'ai pas aimé ce qu'on a fait dans les années 80, enfin 2000 pour être très précis. Lorsque Renault, alors c'était quand même un homme qui aurait pu nous être favorable, hein, Carlos Ghosn, s'installe en Algérie, ils promettent de faire le transfert de technologie, mais surtout ils promettent
Un taux d'intégration, j'ai traduit donc, ils promettent la possibilité de faire des sous-traitants qui fabriquent les équipements de ce motoriste, parce qu'un constructeur de voiture, c'est un motoriste avant toute chose. Il ne fabrique pas des sièges, il n'est pas là pour ça. Oui. Eh bien, Renault promet ça, ils devaient faire de 5 à 30%, ils n'ont pas tenu leur promesse, même pas 5%. Donc l'investissement était marginal. Ils ont fait beaucoup plus dans d'autres pays périphériques, mais pas en Algérie. Ils le font très bien en Tunisie et au Maroc, mais ils ne le font pas chez nous. Pourquoi? Parce qu'effectivement, il y a un rapport assez malsain de défiance vis-à-vis des Algériens. Et on le comprend pourquoi. Et là, c'est un message que je passe aux Algériens parce que j'ai vraiment un attachement particulier à ce pays qui a vu mourir mon père pendant la Révolution, mon grand-père plutôt, et mon père après. J'ai envie de dire aux Algériens qu'ils ont une volonté de 100% made in Algérie. C'est vraiment une obsession, et c'est une obsession qui est saine. En partenariat avec la Chine, c'est possible. Parce que les Chinois ne vont pas faire l'histoire sur le transfert. Mais ils n'auront jamais cette possibilité avec des gens qui se voient comme étant des concurrents. J'ai envie de dire qu'il est triste de penser que la France a à peu près 5 à 6 millions d'Algériens et qu'on n'est pas capable d'amener des capitaux de ces Algériens vers l'Algérie parce qu'il y a des freins qui sont émis naturellement par les autorités françaises et on l'entend de plus en plus politiquement. Donc c'est en ça que je dis qu'aujourd'hui on peut espérer, à la faveur de ce partenariat, un bon et un saut qualitatif. Et évidemment, les pays qui nous voient comme des concurrents, et c'est logique puisque l'Algérie va finir par devenir un dragon africain, ces pays-là le voient d'un très mauvais œil parce que ce que nous produisons, ils ne le vendront plus, tout simplement. Et les fameuses dégradations des termes de l'échange, je traduis là aussi, ça signifie que vous vendez des produits, des matières premières qui coûtent pas cher et vous revendez des produits manufacturés à haute valeur ajoutée qui coûtent très très cher. Dans les termes du débat, on est perdant. Aujourd'hui, on a un pétrole qui est cher, un gaz qui est cher, on a une industrie lourde qui existe, il ne nous reste plus que la transformation. Et ça va être un vrai problème pour les Occidentaux parce que quand vous avez l'énergie, vous avez le pouvoir. Oui, très bien, Monsieur Gamal Abina. Je pense que vous avez été très clair. Alors, je rappelle, Monsieur Sayoud, le volume des échanges commerciaux entre les deux pays s'est élevé à 8 milliards de dollars en 2018. J'imagine que cette somme a dû être doublée, voire peut-être décuplée. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je dirais beaucoup plus. Oui. Pourquoi? Voilà. Parce qu'il y a plein de gens qui font la sous-facturation, donc automatiquement, c'est beaucoup plus. Oui, oui. Beaucoup plus. Oui, oui. Alors, aujourd'hui, avec ce partenariat sino-algérien, pensez-vous que l'Algérie pourrait prétendre à devenir un pôle en Afrique du Nord, mais également dans toute cette région africaine qui est la région donc subsaharienne également? Je dirais que c'est une stratégie assez importante pour l'économie algérienne. Et ça peut être rapide, parce que les Chinois, ils sont rapides. Si vraiment on opte pour le partenariat chinois, ils vont s'installer rapidement, ils vont créer des zones industrielles clés en main, ils vont construire des zones, et aussi, ils ont le pouvoir économique. Parce qu'il y a un budget d'environ 50 milliards de dollars qui est conçu pour le partenariat avec les pays africains. Donc, on fait partie de l'Afrique, on est fiers aussi d'être arabes aussi, africains. Oui. Alors, est-ce qu'on ne craint pas pour ces pays qui sont étroitement liés sur le plan économique avec la Chine de devenir un petit peu la cible de certains pays comme par exemple les États-Unis qui craignent énormément justement que la Chine ne s'élargisse sur le continent africain et que surtout ne s'élargisse dans certains pays qui sont considérés comme stratégiquement très importants? Je dirais que le train is gone. Le train est parti pour le monde entier. On ne peut plus l'arrêter, c'est ça? Le monde entier. C'est-à-dire, on est en Algérie maintenant. L'Algérie a du potentiel. Et on a besoin de l'Algérie. La Chine a besoin de l'Algérie aussi. Et la Chine et l'Algérie a besoin de la Chine. Donc, s'ils vont s'installer rapidement, même si on aura éventuellement des jaloux, comme vous le dites, ils n'ont plus le choix. Est-ce qu'ils ont donné ou bien transmis comme savoir-faire pour l'Algérie jusqu'à maintenant? Depuis l'indépendance, c'est environ 60 ans. Qu'est-ce qu'on a eu en échange? Pas grand-chose. Pas grand-chose, presque rien. Presque rien. Oui. Donc, c'est le moment maintenant d'opter pour la Chine, parce que la Chine, elle vous considère à égalité. Oui. Et elle vous respecte. C'est important aussi. Oui, oui, c'est des relations qui sont basées sur le respect. La catégorie des biens alimentaires, plus de 0,3%, des produits bruts, plus de 14%, et en revanche, vu leur achat, qui ont progressé entre 2019 et 2020. La Chine était en 2020 le premier fournisseur de l'Algérie avec une part de marché de 17%. Ce qui est déclaré. Voilà, c'est ce qui est déclaré en 2018. Ce qui est déclaré. Voilà. Donc la Chine est peut-être appelée à jouer encore un rôle plus important sur le plan de l'échange en Algérie. Oui. Parce que si on produit ici, automatiquement, on va importer moins. Et on va exporter. On va gagner à l'import et à l'export.
Et ils peuvent démarrer rapidement, ils sont rapides, parce que le temps est un facteur assez important dans l'économie. Oui. Et l'Algérie, on doit maintenant commencer à donner importance au facteur temps pour évoluer économiquement. Je pense que c'est le bon choix, c'est la Chine maintenant. Oui, c'est vraiment le partenaire idéal pour exactement. tout pays qui voudrait voir donc son économie progresser et son commerce aller de l'avant. Et les jaloux, laisse-les. Oui, on veut bien les laisser, mais à condition qu'eux, ils nous laissent un peu aussi. Ils n'ont plus le choix. Oui. Alors, Monsieur Gamal Abina, je disais, on l'a vu avec l'Éthiopie, où lorsque dans les années, ou début des années 80, l'Éthiopie, qui souffrait d'ailleurs d'une grave crise de famine, s'est relevée petit à petit avec, je dirais, le génie de son Premier ministre à l'époque, Meles Zenawi, même si, bon, beaucoup de choses pourraient être dites à son propos, critiquées politiquement, mais également économiquement. Mais l'essentiel, c'est que ce bonhomme a travaillé énormément pour relever son pays. Aujourd'hui, le partenariat chinois en Éthiopie a beaucoup fait dans la progression, dans le développement de ce pays. Mais nous savons que là où se trouve la Chine, là où se trouve donc le vrai partenariat, se trouve par la suite aussi des conflits et des tensions qui sont créés. Ce que je disais tout à l'heure, des foyers de tensions. Alors, est-ce que c'est un petit peu la destinée de chaque pays qui côtoie de près la Chine? Tout à fait. Alors, bon, je vais modérer sur Meles Zenawi. Je suis pas trop fan du personnage. Absolument, je ne parle pas du fait d'être fan, oui. Oui. J'entends bien, mais quand je dis que je suis pas fan, c'est qu'il a même pas les qualités qu'on peut espérer de lui. Meles Zenawi est un produit américain, donc il valait pas grand-chose. Celui qui a fait le travail, c'est Abiy Ahmed. Quand il arrive aux commandes, prix Nobel de la paix, rappelons-le, on a essayé, parce qu'il a fait des zones économiques spéciales, 6 ou 7, je crois, des investissements massifs de la Chine, c'est le premier partenaire, et surtout, il avait lancé son fameux grand barrage qui devait être le barrage de la Renaissance. Pourquoi Renaissance? Parce que, comme je vous le disais au préalable, qui tient l'énergie a le pouvoir économique. Et là-bas, c'est effectivement ce fameux barrage du Nil en aval qui est énormément de débit, qui aurait pu poser des problèmes. Très controversé par les pays qui se partagent ce barrage. Au Soudan ou l'Égypte. Oui. Absolument, sur l'Égypte essentiellement, et ça a failli créer une guerre, il y avait une négociation, mais quoi qu'il arrive, on sera arrivé au terme parce que c'est un homme qui réfléchit. Oui. Et il a un partenariat stratégique avec la Chine qui a complètement changé l'approche qu'avait le président précédent. Oui. Pourquoi? Parce que effectivement, il y a une tradition socialiste, enfin communiste même, à l'époque en Éthiopie avec le Négus rouge, et que les Chinois se rapprochent beaucoup des pays qui étaient sous la sphère d'influence communiste, socialiste. Et aujourd'hui, comme on a basculé, le monde a basculé à l'Est, eh bien, effectivement, les Chinois, lorsqu'ils s'installent, ça crée des tensions. On le voit en Mali, on le voit évidemment en Éthiopie, on le voit dans la plupart des pays africains où les Chinois arrivent, eh bien, les tensions avec les anciens colons. Et ce qui se passe aujourd'hui, c'est que, concernant l'Algérie, parce qu'on parlait de jaloux, effectivement, il y a de la jalousie qui est presque maladive. L'Algérie a tout intérêt à bien se sécuriser en termes militaires pour garantir qu'elle redevienne ce fameux dragon africain qu'on avait annoncé en 70. Effectivement, cette amorce est possible, mais il faut de la discipline, il faut une projection et il faut des liens forts avec des pays forts. Oui, de la rigueur et surtout des liens forts. C'est important de garantir des liens sécuritaires. Parce qu'avec la guerre aujourd'hui que vous avez observé actuellement en Ukraine, les masques sont tombés très vite. C'est l'Est contre l'Ouest, c'est soi-disant le clan de la liberté, donc l'ultralibéralisme, contre les États un peu plus dirigistes qu'on voit bien chez les Soviets, enfin les ex-Soviets, les Russes. Et puis je suis aussi vieux d'ailleurs. Les Russes et surtout les Chinois qui ont gardé une certaine direction de l'État, qui ne donnent pas, par exemple, les trésors de la nation, pétrole, gaz, eau, tous ces éléments qui ont été privatisés en Occident ne sont pas privatisés par ces États. Et c'est très bien parce qu'on ne peut pas laisser des oligarques faire main basse sur les richesses du pays. Et c'est une redistribution de la richesse qui doit être faite. Mais il faut être très vigilant parce que les ennemis de l'Algérie sont toujours présents, parce que les discours, on s'est rendu compte aux 60 ans que finalement, la demande de pardon qui était nécessaire de la France n'est toujours pas venue, malheureusement, c'est bien dommage. Oui. Et qu'effectivement, la jalousie est toujours présente. Moi, j'attire votre attention sur le discours de M. Macron. Il a beaucoup parlé des harkis, beaucoup parlé des rapatriés. Il a fait quelques efforts pour l'Algérie, mais très peu, en vérité. Et c'est dommage. En fait, très, très peu. Pour ne pas dire inconséquent. Merci beaucoup, Monsieur Gamal Abina, d'avoir accepté notre invitation. Merci aussi d'avoir contribué à notre débat et à l'éclaircissement de beaucoup de questions. Merci beaucoup à vous, Monsieur Mohamed Sayoud. Je rappelle que vous êtes expert international en investissement. Monsieur Gamal Abina, vous étiez avec nous depuis Paris. Vous êtes également expert international dans les questions internationales. Mesdames et messieurs, notre émission tire à sa fin. Je vous remercie de nous avoir suivis et à bientôt.